Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Cet épisode est la suite d'un échange initié dans un épisode précédent que je vous recommande d'écouter avant de débuter celui-ci. Embarquez avec nous dans la suite de cette discussion pour en apprendre plus sur ce sujet passionnant. Et ben ensuite, on passe à la phase de conception. Donc là, il n'y a pas 1000 façons de faire dans le logiciel. En général, c'est des maquettes qui peuvent être basse ou haute fidélité, ou les deux. Est-ce que tu te souviens, toi, comment ça s'est passé? Qui a fait ça? Comment? Quelles étapes? Absolument. Alors, on s'est réparti le travail. Mon associé Adrien a fait des wireframes, donc des maquettes assez simples d'un point de vue UI. Même si moi, je lui trouve un talent pour faire des choses simples et que je trouve magnifique, mais en tout cas, c'était peut-être plus simple que l'UI qu'on a aujourd'hui. Donc, on a rapidement fait ça. On a passé une dizaine de jours à faire des maquettes. Enfin, il a passé une dizaine de jours à faire des maquettes pendant que moi, j'explorais un petit peu la possibilité de faire nous-mêmes la partie app, parce que le développement logiciel, c'est ni son métier ni le mien, donc il y avait une petite anxiété par rapport au fait d'être capable de sortir rapidement quelque chose tout seul. Et puis une fois que les maquettes ont été prêtes, on a très rapidement, donc je sais pas si ça va te parler, mais on a fait une forme d'app qui était assez simple à construire pour nous, qui s'appelle une progressive web app. Donc en fait c'est une app web un peu déguisée plutôt qu'une app mobile. Donc on est parti là-dessus parce que pour les gens qui nous écoutent, c'était des langages de programmation qu'on connaissait, quoi. Donc on savait à peu près ce qu'on était censé faire, alors que sur l'app mobile qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne saurait pas faire, Adrien et moi. Donc on a passé quelques semaines à faire ces maquettes et à coder ce premier prototype qu'on a tout de suite mis entre les mains, donc des gens autour de nous chez qui on avait fait la discovery, et puis des mamans Facebook qui avaient accepté de participer à la phase de test. Donc tout ça, ça a été très vite, ça nous a pris, tu vois, entre le moment où on s'est dit ok, go, on a suffisamment d'infos pour faire des maquettes, et le moment où on a mis quelque chose entre les mains des gens, il s'est passé 2 semaines et demie, 3 semaines, quoi. Ça a été très vite. Ah ouais. Mais du coup, elle faisait quoi cette première version? Alors, cette première version, elle avait des fonctionnalités qui étaient évidemment beaucoup plus limitées que celles d'aujourd'hui. Cette première version, tu pouvais dicter ton cours d'histoire ou de géographie et on te générait des questions sur ce cours. Ok, C'était ça le début. très bien. Donc là, à fond, en mode lean, je fais un petit proto et je le teste. Ah, exactement. Le plus vite possible pour se rendre compte de si c'était intéressant, si les gens adhéraient. Ouais, ça a été tout de suite ce qu'on a fait. On a essayé tout de suite de mettre en place donc des choses qui nous permettaient de voir l'engagement des gens. Donc de monitorer si les gens étaient contents ou pas. On a tout de suite mis en place un process où on écrivait aux gens, tu vois, à J+7, à J+30, pour leur demander de se parler, d'essayer de comprendre à quel point c'était quelque chose qui leur plaisait ou pas. Et l'enthousiasme était là. Les retours étaient intéressants, même si tout le monde comprenait au début que, évidemment, c'était quelque chose qui avait été codé très vite et sur un use case plutôt restreint. Ce qui nous a permis assez rapidement de commencer à aller voir des business angels, ce qui était pour nous quelque chose de très très dimensionnant, parce que ça nous a permis de nous financer relativement rapidement. Ok. Et là, tout a pris évidemment une dimension complètement différente, puisque ça nous a permis de faire venir avec nous une product, Camille, qui est absolument géniale, et un dev, Jonas, un deuxième Tommy juste après. Et là, pour le coup, avec des devs de métier et puis une product en plus, on a pu capitaliser très très vite sur les feedbacks qu'on avait et puis avancer hyper vite. Ok, génial. Et du coup, ce premier proto, donc on enchaîne sur la dernière étape, hein, qui est l'étape d'évaluation. C'est la première étape d'évaluation que vous avez faite. J'imagine qu'il y en a eu d'autres par la suite, hein, on pourra en parler. Bien sûr, Mais bien sûr. ça, du coup, vous l'avez mis en ligne, vous avez diffusé peut-être sur le groupe Facebook de maman, c'est ça? Comment ça s'est passé? Alors,
Ouais, alors c'est exactement ça. On avait un ou deux premiers groupes Facebook, donc sur lesquels on a posté le lien et puis c'était sympa parce on a fait en sorte de créer un tutoriel qu'on donnait aux gens quand ils nous signifiaient leur intérêt d'essayer. Donc on passait par quelque chose qui s'appelle Crisp, donc qui est un soft français qui te permet d'orchestrer tout ça via WhatsApp. Donc ça nous faisait des conversations qui étaient ouvertes dans WhatsApp avec les différentes familles. Effectivement, on a commencé par nos amis et nos deux premiers groupes Facebook, et puis assez rapidement, on a étendu à d'autres groupes Facebook. Donc Ok. on a eu d'autres groupes dans lesquels on avait plein de mamans intéressées. On est resté dans ce mode-là, grosso modo, tout le premier et le deuxième trimestre de 2024. Puis après, je pourrais te raconter comment on est passé à une app qui, pour le coup, maintenant, vit sa vie sur les stores de manière complètement classique. Ok, super. Et du coup, donc tout au long de ce semestre finalement, tout au long de ce semestre, Ouais, vous passiez par WhatsApp et à J+7, J+30, vous refaisiez un petit message aux familles pour savoir ce qu'ils en ont pensé, c'est ça? c'est exactement ça. Donc on essayait d'avoir un maximum de calls pour prendre du feedback sur l'application. En même temps, on était toujours dans un programme de développement qui, pour le coup, était assez clair du début parce que quand je t'ai parlé du petit proto qu'on avait fait nous, qui était tu lis ta leçon et en histoire et en géo et ça te fait des questions, il était très très loin de ce qu'on avait en tête, de ce qui était sorti de la phase exploration puis idéation. Il y avait encore beaucoup de choses à développer. Donc ça a Ouais. été une période qui était assez intéressante où on était en permanence en train de récupérer du feedback sur ce qu'on avait déjà fait, tout en sachant qu'on avait une roadmap qui était encore en place et dans laquelle il fallait développer. Donc ça nous a occupé effectivement de manière graduelle. Il y a eu cette première phase où on était Adrien et moi jusqu'à mi-mars, et puis entre mi-mars et mi-juin, moment où mi-juin les devoirs, enfin l'apprentissage des leçons commence à être moins un sujet pour les familles. On a eu là pour le coup 3 mois où on avait cette petite équipe dont je t'ai parlé avec nous et là on a pu continuer donc à itérer sur la base des feedbacks qu'on collectait de manière très régulière et puis à avancer sur la roadmap qui était la nôtre au début et qui était finalement relativement conséquente aussi quoi. Ok. Du coup, j'imagine que l'objectif c'était de sortir une version en septembre pour la rentrée. Et exactement, c'était notre gros focus, surtout être prêt pour la rentrée. Donc évidemment le moment où il se passe des choses, notamment pour ceux qui rentrent en sixième. On est très axé sur le début du collège, même si Baobab s'adresse à tous les collégiens et puis même un petit peu après, mais il y a cette notion de début de collège où quand tu fais ta rentrée, notamment en sixième, c'est une espèce d'énorme claque à la fois pour le parent et pour l'enfant. Donc on voulait absolument être là pour eux à ce moment-là et puis être présent sur les stores et pouvoir commencer à faire un petit peu de marketing pour augmenter un petit peu notre visibilité. Donc effectivement, il a fallu être prêt pour le 1er septembre. La façon dont ça s'est découpé, c'est qu'on a continué à donc avancer sur notre roadmap et puis à itérer sur des feedbacks, mais de manière très continue jusqu'à mi-juin. Et mi-juin, on s'est dit, OK, là, il nous reste, grosso modo, si on veut être à peu près sûr, donc jusqu'au 15 août, parce qu'on sait qu'on dérive toujours un petit peu, tu connais ce genre de projet logiciel, Ouais. il y a toujours un petit peu de dérive dans la timeline. Donc on savait à partir de mi-juin qu'il nous restait grosso modo 2 mois pour remettre au carré tout ce qui devait être remis au carré. Donc on a parlé tout à l'heure notamment de la partie on a parlé de la partie un peu graphique, de la partie UI, qui était une partie qu'on avait peut-être un petit peu mise de côté au début, donc on savait qu'on avait beaucoup de choses à remettre au carré de ce côté-là. Et puis on savait qu'on avait construit beaucoup de choses. Tu sais comment c'est, on avait empilé pas mal de features différentes qui nous avaient été demandées, qui étaient sur notre roadmap. Donc on arrivait à un moment où il fallait aussi se poser pour être capable de simplifier tout ça. Souvent moins de features, c'est quand même mieux que trop de features. Donc être capable de simplifier, de rationaliser, de faire en sorte que tous les flows soient corrects. Donc on a passé tout le début d'été à reprendre tout ça et puis toute la fin de l'été à recoder tout ça pour que ça soit complètement au propre pour début septembre et pour pouvoir attaquer la rentrée le plus sereinement possible avec avec de nouvelles familles. Ok, génial. Et du coup, sur ces aspects-là, est-ce que vous avez, enfin une méthode que j'utilise beaucoup, c'est le test utilisateur pour évaluer la pertinence de ce qu'on a imaginé. Est-ce que vous en avez fait, notamment sur maquette avant de développer, ou est-ce que ça a été toujours, j'ai une idée, je la code, je la teste, je recueille des feedbacks?
Alors, je dois avouer que on s'est toujours un petit peu méfié du côté pen and paper euh, parce que on l'a fait, mais avec les enfants, c'était pas forcément toujours évident d'avoir des feedbacks qui étaient très qualitatifs. Mhm. Alors que finalement, ils sont très habitués à un monde mobile. Donc, si tu leur mets un téléphone entre les mains, et que tu leur dis est-ce que tu peux essayer l'app et que tu les regardes faire, tu vois là pour le coup tout de suite le feedback. Ouais. Donc on est plutôt et puis je dirais qu'en plus on avait une petite équipe autour de nous pour coder donc le coût de coder une feature pour voir ce qu'elle donne en vrai n'était pas forcément extrêmement élevé. Donc c'est Ok. pour ça qu'on a préféré toujours coder vite, quitte à ce que la partie UI soit un peu moins adéquate, et pouvoir tester le flow et l'appétence de l'enfant en vrai à chaque fois. Ça marche, ok. Et du coup, pendant cette phase entre, je sais pas, mars et septembre, vous avez fait des tests sur un proto codé ou vous êtes Ah oui, tout à resté fait. sur le premier proto pendant tout ce temps-là? Non, 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 on a toujours fait évoluer donc on a essayé d'avoir enfin c'est quelque chose qu'on a gardé et je pense que c'est quelque chose qu'on va garder toujours. On a essayé d'avoir un calendrier, je dirais, de release qui était donc un calendrier. Donc pour les gens qui font peut-être pas du logiciel, on essayait de sortir de nouvelles features de manière très régulière. Donc aussi en termes d'intervalle de temps, ne pas faire une nouvelle version de l'app tous les mois. Au contraire, essayer de faire une nouvelle version de l'app tous les 3 jours ou toutes les semaines. Ça, Ok. c'est quelque chose qu'on a vraiment mis dans la culture Baobab, où quand on commence à accumuler beaucoup de... Donc on a un système de tickets, où chaque nouvelle fonctionnalité qu'on veut mettre dans Baobab est découpée en petits tickets qui sont implémentables les uns après les autres. Et on essaie de pas accumuler trop de tickets dans notre environnement de test. Donc dès qu'on accumule quelque chose qui devient un peu critique en termes de taille ou en termes de différence de fonctionnalité par rapport à ce qu'on a dans l'existant en production, on le sort. Et ça, c'est Ok. quelque chose qu'on a mis très très tôt dans la philosophie Baobab parce que ça nous paraissait être le seul moyen de comment dirais-je de faire des développements qui soient tenables à la fois du point de vue product et du point de vue tech. Du point de vue tech, c'est beaucoup plus simple de découper en petits morceaux pour être capable de revenir en arrière s'il y a eu un souci. Et du point de vue product, c'est exactement la même chose. Tu testes finalement des incréments, ce qui te permet de connaître la valeur de cet incrément plutôt que d'avoir quelque chose de beaucoup plus large, qui est beaucoup plus dur à traquer en termes de plus-value réelle pour l'utilisateur, quoi, et beaucoup plus dur à tester. Donc voilà. Donc il y avait, si je résume, tu me dis si j'ai bien compris, il y avait la responsive app mobile avec voilà, qui était vraiment le minimum avec la version dictée vocale et questions. Et en parallèle, vous développiez la vraie app de Alors, manière très itérative pour pouvoir tester les nouvelles features au fur et à mesure, c'est ça? alors tu mets le doigt sur ce qui a été une de nos erreurs, qui a été qu'en fait on est resté dans cette responsive app pendant longtemps. D'accord. Ça s'est Quelle était passé dans la responsive app et c'est Ouais, plutôt en mois d'août que vous avez tout mis dans la ah, vraie app. et absolument. Ok, Ce d'accord. qui était d'ailleurs plutôt une erreur parce que tu sais, c'est toujours la même chose. Tu te dis, on a vraiment ce tropisme qui est peut-être trop fort parfois, vraiment ce tropisme product où pour nous l'important c'est vraiment de sortir des choses, de les mettre devant le user et de voir ce que ça donne. Et à côté de ça, tu pourras avoir un tropisme tech qui serait différent, qui serait de dire que plus tu fais grossir quelque chose que tu sais que tu vas devoir recoder, plus tu accumules une dette qui est importante, quoi. Et donc on s'est rangé dans le camp product. On l'a effectivement un petit peu payé en août, mais Tommy, notre dev, a été pour le coup extrêmement bon et extrêmement rapide. Donc on a réussi à gommer cette dette. Ok, d'accord. Donc je comprends mieux. Ouais, Mais il y avait d'autres façons de faire, ouais. Ouais, 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 complètement. du coup avec Ça aurait pu être construit à l'envers. votre logique de tester avec, je sais plus comment t'as appelé l'application, mais qui utilise WhatsApp, du coup vous aviez C'est des ça. feedbacks très régulièrement à chaque fois sur les nouvelles fonctionnalités que vous ajoutiez, quoi. Exactement, exactement. Et est-ce que vous avez fait aussi des tests utilisateurs ou de l'observation d'ados en train d'utiliser l'application? Ou c'était vraiment a posteriori, ben, ils vous disent bah, voilà ce que j'en ai pensé 7 jours après. Non, 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 on l'a fait. Donc là, pour le coup, on l'a plus fait avec des gens qu'on connaissait, parce qu'évidemment, c'est plus difficile dans un groupe Facebook de demander à une maman de venir chez elle. Mais on avait la chance d'avoir quand même pas mal d'enfants autour de nous, donc oui, oui, on l'a beaucoup fait. On l'a même fait pendant des phases tu vois, en juillet, on l'a énormément fait parce que
Mon associé comme moi, on partait en vacances avec la famille, et puis on avait des gens de la famille qui venaient avec des ados. Donc là, bah, la chose que tu fais, peut-être même, tu déranges peut-être même tout le monde en faisant ça, mais la première chose que tu fais, c'est demander à l'ado de venir essayer l'app, quoi. Donc non, non, on a eu beaucoup de... Et puis tu le filmes, tu sais, donc tu as le barbecue qui s'organise à côté de toi, que potentiellement tu es censé faire, puis toi tu dis non, 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 attendez, on va commencer par le test avec votre ado, et tu fais un meet avec ton associé, on regarde l'ado utiliser l'app. Enfin, on a vraiment été dans cette démarche jusqu'au boutiste effectivement, de regarder un maximum d'ados utiliser l'app. Ok, génial. Et donc à partir de septembre, migration totale sur l'appli mobile. Là, Exactement. comment ça évolue, comment ça se passe toujours pour récolter les feedbacks à partir de là? Alors là, on est, alors là, on est rentré dans un monde qui a été un petit peu différent, où à ce stade-là, on avait donc déjà beaucoup plus de data quantitative parce qu'on avait plugué Amplitude. Donc je sais pas si tes Je connais pas, non. auditeurs. Alors, donc dans Amplitude, tu peux traquer absolument tout ce qui se passe dans ton app. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un clique sur un bouton, tu peux faire en sorte tu vois, de le voir dans Amplitude que le user anonymisé 13 512 a cliqué sur un bouton. Donc tu es capable de suivre tes users dans le flow de ce qu'ils font. Ok, Donc tu es capable de voir qu'un user est passé par tel endroit et puis ensuite est allé à tel endroit dans ton app. De la même manière, tu es capable de voir dans un onboarding où tu vas perdre tes users. Tu es capable de voir dans un flow où tu vas perdre tes users. Donc tu démarres par exemple un flow de création de leçons. Tes users cliquent sur créer une leçon, rajouter mon contenu, et là tu peux te rendre compte qu'il y a une étape ensuite où potentiellement tu perds 20% de tes users. ok, Donc tu peux te poser la question de savoir pourquoi tu les perds à cet endroit-là, ce qu'il faut faire, essayer pour le coup de parler à des gens qui potentiellement ont quitté le flow à ce moment-là. Donc tu peux comprendre beaucoup de choses très quantitatives grâce à ça. Ce qu'on a fait également quand on a eu l'app de production, c'est qu'on a utilisé des systèmes qui nous permettent d'engager des communications avec nos users à tout moment. Donc pour le coup, c'est plus in-app. Donc on a fait en sorte notamment que nos users, quand ils rencontrent un problème, puissent nous écrire. Donc ça, enfin un problème ou autre chose d'ailleurs, parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui nous écrivent absolument pas pour nous parler d'un problème, mais pour nous dire qu'en fait l'app est super et qu'ils aimeraient bien que potentiellement on rajoute ci, on rajoute ça, mais que l'app leur plaît beaucoup. Donc c'est un ok. mélange de plein de choses. Mais en tout cas, nos users peuvent nous écrire un peu partout dans l'app et ça c'est hyper riche. Ça fait de la data qui est vraiment très qualitative et qui se met à côté de cette data très quantitative qu'on a dans Amplitude et ça donne une visibilité qui est hyper bonne sur, tu vois, sur l'utilisation réelle, je dirais, de l'app. D'accord, génial. Et du coup, dans Amplitude, tu dis on peut, enfin, tu disais on peut éventuellement, si on voit qu'il y a beaucoup de gens qui décrochent à ce moment-là, essayer de rentrer en contact avec. Amplitude permet ça Alors, de donner non, l'email, je sais quoi, de la personne? non, 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 pour le coup, Amplitude ne permet pas ça. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que là, pour le coup, on passe par Intercom, donc qui est dans l'app, où on a un user ID qui est, tu vois, qui est commun entre Amplitude et Intercom. Et Intercom nous permet d'envoyer un message au user en disant, bah, écoute, je vois qu'à tel endroit, vous avez eu un souci. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Puis souvent, on a des users qui sont très sympas et qui sont d'ailleurs très contents du reste du produit, donc qui sont contents de participer à cet effort Ok. pour rendre Baobab encore meilleur. Ouais, bah, puis en général, si tu as fait l'effort d'installer une app, enfin, j'allais dire payante, je sais pas si elle l'était dès le 1er septembre, mais Elle l'était dès le 1er septembre. Ça a été un choix fort, voilà, ouais, tout à si tu fait. installes une app payante, tu es plutôt content d'être considéré par les gens qui la font et qui viennent à toi plutôt que de devoir toi aller leur dire bah là ça marche pas, c'est chiant. Je trouve que tu mets le point sur deux choses hyper intéressantes. La première est qu'effectivement, quand tu écris aux gens en disant que tu es l'un des deux fondateurs de Baobab, tu as un retour qui est très qualitatif parce que je pense que les gens sont contents d'avoir un des fondateurs en ligne. Mm. Il y a quelque chose qui donne, même si Baobab c'est toujours une très petite équipe, il y a quelque chose qui montre, je pense, à l'utilisateur que tu le prends au sérieux et que tu t'occupes réellement de résoudre le souci ou la petite friction qu'il a pu rencontrer. Le deuxième point, tu me parlais du payant. Oui, on a été payant dès le début quand on a eu l'application sur les stores parce que c'était pour nous, bon, déjà une nécessité pour être capable de faire grandir l'app, mais c'était aussi une façon d'avoir un feedback qui était un peu différent. On parlait beaucoup du feedback et tu te rends compte que le feedback n'est pas le même dans une app gratuite et dans une app payante. Mhm.
Dans une app payante, tu as des feedbacks qui sont infiniment plus qualitatifs, parce qu'effectivement, les gens ont payé pour. Donc les gens te disent de manière extrêmement sincère ce qu'ils peuvent rencontrer comme soucis, quelles ont été les frictions et puis ce qu'ils voudraient avoir en plus pour que l'expérience soit encore meilleure. Quand tu fais une app qui est gratuite, c'est vrai que le feedback est un peu plus bruité parce que tu vas voir tous les gens qui vont se dire mais finalement cette app est gratuite, c'est sympa de m'en faire bénéficier, donc je vais pas forcément leur dire exactement ce que je pense. Je vais être un peu plus sympa, je vais être un peu plus tu vois conciliant. Et toi, c'est absolument pas ce que tu veux en tant que fondateur avec un tropisme product, où tu veux au contraire qu'on te dise la vérité. Et donc le passage en payant, je trouve, a beaucoup aidé de ce point de vue-là. Ouais. Ok. Et ça me fait penser à une question, c'est sur si tu parles du côté qualitatif des retours qui a évolué, est-ce que ça a aussi évolué sur la manière dont on s'adresse à vous, dont on vous parle? Le fait, bah voilà, j'ai payé pour, et là ça marche pas, vraiment, enfin, je sais que dans Alors, certains cas, les clients peuvent être durs finalement. Est-ce que ça vous est arrivé? ouais. Alors, je dois avouer qu'on a, tu vois, aujourd'hui, par exemple, on a une volumétrie qui est quand même assez importante parce qu'on a 3500 abonnés. Donc, tu pourrais penser qu'on a quand même statistiquement pas mal de parents un peu difficiles dans les abonnés, et je trouve que c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est une excellente surprise. Je trouve que les gens sont patients à partir du moment où tu les écoutes et tu essaies de les aider. Parce que dans Baobab aujourd'hui, fatalement, c'est une app qui est développée par une équipe qui est encore petite, donc de temps en temps, il y a un petit bug. Et je suis très épaté par la qualité de l'interaction avec nos utilisateurs, qui sont toujours très sympas, très constructifs. Tu vois, sachant que c'est des gens qui ne nous doivent rien, parce que c'est des gens qu'on est allés chercher en faisant du marketing sur Meta, donc c'est des gens qu'on connaît absolument pas. Il n'y a aucune raison pour eux d'avoir cette patience et cette compréhension. Et je pense que ça tient aussi à la philosophie qu'on a mise autour du service client, où pour le coup on essaie d'être hyper réactif. Alors je vais pas te dire 24 heures sur 24 parce que comme tout le monde, il y a un moment où on décroche, mais nos familles aussi. Quoi qu'on a fait quelques tests au Québec récemment, donc là pour le coup ça nous décalait un petit peu en termes de time zone, ça devenait un petit peu plus critique. Mais on essaie d'être hyper réactif, on essaie de répondre dans les 15 minutes, on essaie de solutionner les problèmes au plus vite, on les tient au courant de ce qui se passe quand il y a un souci. Enfin, tu vois, on essaie d'avoir un service qui est de qualité. Quand on nous propose des suggestions, ben, on essaie d'y réfléchir sincèrement, de faire un retour sincère sur la suggestion et puis d'implémenter quand c'est quelque chose qui est faisable et qui a du sens dans le produit le plus rapidement possible ce qui nous a été proposé. Donc je pense que toute cette philosophie euh, qui est très customer centric, mais vraiment dans le sens le plus fort du terme, je pense contribue aussi à, tu vois, la qualité des relations qu'on peut avoir quand potentiellement parfois il y a une petite friction, quoi. Ouais. Ouais, bah, puis on va en reparler juste après, mais je pense que ce podcast, son cœur de sujet, c'est les expériences utilisateurs mémorables. Et donc le fait, j'ai pas testé l'app, donc je fais de la projection, mais j'ai l'impression que ça propose un service qui est assez mémorable. Et donc il y a plus d'indulgence aussi, j'imagine, quand tu es globalement content du produit, que tu trouves que ça t'apporte vraiment de la valeur. Et qu'en plus, effectivement, quand tu as un problème, bah, tu as un des fondateurs qui te répond, enfin, tu te sens vraiment écouté, tu sens que ton problème, il est pris au sérieux et puis qu'il y a du suivi. Bah, derrière, il n'y a pas de raison d'être de mauvaise humeur et désagréable, quoi. Et c'est exactement ça. Du coup, juste avant qu'on parle de tout ça, j'avais une dernière question sur la partie process. Bien sûr. J'avais envie de parler un peu de delivery. C'est quelque chose qu'on aborde assez peu dans le podcast parce que c'est plus autour de la conception. Mais je suis convaincue qu'on peut faire la meilleure conception du monde. Si la delivery, elle ne suit pas, ben, ça sert à rien. Donc Tout déjà, à fait. est-ce que tu es satisfait de la manière dont se passe la delivery de ton produit et dont elle s'est passée jusque-là? Et si oui, qu'est-ce qui participe à ce fonctionnement efficace selon toi? Et sinon, qu'est-ce que vous essayez d'améliorer? Parce que ou ça peut être un peu entre les deux, hein. Il y a ça qui se passe bien et il y a ça qu'on essaie C'est d'améliorer. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc on parle de la delivery, donc on parle du moment où on part d'une maquette et on arrive à quelque chose que l'utilisateur a entre les mains, quoi. Ouais. Ok, alors je dirais que c'est un processus qui chez nous est finalement peut-être très cadré pour une startup qui a notre maturité. Donc je te parlais tout à l'heure d'un système de découpage de toutes les nouvelles fonctionnalités en petits morceaux. Donc on a vraiment ce système où à partir d'une maquette, il va y avoir un découpage qui va être fait, il va y avoir un système dans lequel on va rentrer ces petits morceaux. Donc un système de ticketing chez nous, ça s'appelle Trello.
Et puis, on va pouvoir suivre, donc la partie product va pouvoir suivre ce qui est fait pour la partie dev en continu, puisque on a un environnement de test dans lequel vont arriver les fonctionnalités avant d'être mises dans l'application de production. Et la partie product va être informée via ce système de tickets en continu du moment où les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles petites briques de ces fonctionnalités passent dans la partie de test. Une fois que ces fonctionnalités sont en test, il va y avoir tout un système de test où on va se mettre tous autour de la table, donc toutes les parties prenantes de Baobab et tous les gens de l'équipe, et on va tester chacune des nouvelles fonctionnalités. Donc ça permet déjà en général, quand il y a un petit souci, de le repérer. Quand tu fais tester la même fonctionnalité nouvelle par 4 personnes, il y a quand même la probabilité que tu rates quelque chose est assez faible. Si tout est OK, on va essayer de passer cette nouvelle fonctionnalité dans l'environnement de production. Donc là, ça va vraiment partir chez nos utilisateurs. Ce qui va se passer au moment de la delivery à nos utilisateurs, c'est qu'on va faire encore quelques tests avant de leur mettre entre les mains. Donc on a des tests qui là pour le coup sont vraiment des tests logiciels dans lesquels on va simuler ce que fait un utilisateur dans l'application. Donc on va s'assurer à chaque fois qu'on rajoute des choses dans l'application que tout ce qui existait avant fonctionne encore. Donc tu peux encore, donc c'est des choses bêtes, hein, tu peux encore te loguer, créer un compte, faire une première leçon, tu peux encore défier un ami, tu peux encore défier ton parent, tu peux encore, enfin toutes les fonctionnalités qui existaient sont fonctionnelles suite à ce changement de code de l'application. Si ça, tout est au vert, les nouvelles fonctionnalités, enfin la nouvelle version de l'application qui intègre ces nouvelles fonctionnalités part chez nos utilisateurs. Donc c'est un process de delivery qui est assez, je dirais qu'il est à la fois assez rigide et en même temps assez rassurant. On a fait le choix de mettre ce process parce que mon associé, Adrien, connaît très bien cet environnement d'app mobile. Il a travaillé en Asie, enfin il était à la tête en Asie d'une application mobile qui avait 6 millions d'utilisateurs journaliers. Donc il a cette culture de c'est bien d'avancer très vite, il faut qu'on avance très vite. Par contre, quand on casse ce qu'on a en production, c'est quand même un très gros problème. Lui ne pouvait pas mettre 6 millions d'utilisateurs journaliers dans le noir sur l'application, et c'est une philosophie qu'on a gardée en considérant dès le premier jour que même si au début on avait 10 utilisateurs payants, c'était pas possible de casser l'application pour eux. Donc c'est pour ça qu'on a dès le début mis cette philosophie de ceinture et bretelles sur tout ce qu'on livre pour être sûr que ça soit pas cassé. Ce qui n'empêche pas d'aller très vite dans les phases en amont, mais vraiment de s'assurer qu'on n'est rien en train de casser quand on change l'application. Donc côté delivery, pour répondre à ta question, ça se passe très bien grâce à ça. Ok. Et du coup, les tests de non-régression, c'est des tests qui sont dans le code, si j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Ils sont codés au fur et à mesure. Dès que vous développez une nouvelle application, vous codez le cas de test qui va avec? Exactement, nouvelle fonctionnalité, nouveau test, à chaque fois. Donc ce qui est encore une fois un peu rigide, mais ce qui est nécessaire, quoi. Ouais, et puis que peu d'entreprises et encore plus de startups se donnent les moyens de faire, je trouve. Donc c'était une philosophie assez importante dans l'entreprise où j'étais et qu'on avait du mal à insuffler à nos clients en fait. Le rapport que voilà, au final on va y gagner, c'est du temps qu'on investit à l'instant T, mais qui nous fait gagner, qui nous fait ne pas perdre du temps plus tard. C'est difficile à faire valoir quoi. Ouais, alors après, moi je trouve que de notre point de vue de fondateur, ça a quand même été assez, comme tu le dis, c'est assez salvateur. Puis tu vois quand même le temps que tu gagnes, parce que quand tu casses ton app sur un produit donc qui est grand public comme le nôtre, pour le coup, tu vas instantanément avoir des tas de conversations qui vont s'ouvrir avec des gens mécontents, qui là pour le coup le seront si tu casses vraiment quelque chose d'un peu critique. Donc tu te dis quand même que là-dessus, tu vas y perdre en temps, en énergie, en réputation. Je pense qu'une réputation pour une startup qui a l'âge de Baobab, on n'est pas encore Duolingo, ça se construit lentement et ça se perd en 5 minutes avec quelque chose comme ça. Donc moi je dirais que pour un produit grand public, c'est quand même quelque chose qui pour moi est un passage obligé. Après je sais pas tes clients si c'était peut-être plutôt sur quelque chose qui se vendait d'entreprise à entreprise, où là je sais que souvent on s'autorise un petit peu plus de tolérance. Oui, c'était souvent ça. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette discussion. Restez à l'écoute car dans la suite, nous allons plonger encore plus profondément dans notre sujet. Pour continuer à échanger, questionner et explorer les thématiques autour de l'expérience utilisateur, retrouvez-moi également sur TikTok, vous trouverez le lien en description. C'était Margot dans Cogito Ergo Sum et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre échange.